novembre 2018, mais où les citoyens ont commencé à être impliqués dans ce cauchemar-là. On parle de octobre 2019, où on a reçu des lettres de la part de la Ville nous invitant à une session d'information, tout notre quartier ici, pour qu'ils nous présentent ce projet-là. C'était renversant quand on s'est présenté à cette rencontre-là. Ils ont essayé de nous faire avaler ce projet-là. Et tout de suite, il y a eu une organisation qui s'est faite pour dire non, des citoyens, que ça ne fonctionne pas. Ici, on est un quartier résidentiel. Comme vous voyez, vous allez voir tout à l'heure ces images, le terrain que la coopérative a acheté est à moins de 25 mètres des premières résidences. Donc, c'est inacceptable que ça se fasse de ce côté-là. Là, à partir de là, le mouvement citoyen est parti. Et heureusement, la Ville, à ce moment-là, s'est tenue debout pour rejeter le projet. Je vais vous ramener en octobre 2019 où on a eu une assemblée d'information avec les citoyens. C'était le 16 octobre 2019. Ça avait été fait à la demande de la municipalité et la coopérative a accepté immédiatement de se prêter à l'exercice. Alors, on est en octobre 2019 et cette assemblée-là, finalement, où il y avait peut-être quelque chose comme 25-30 citoyens, c'est plutôt déroulé comme un dialogue entre la municipalité et les citoyens. Alors, la coopérative, on a présenté une partie du projet, mais la discussion a davantage dévié, je vous dirais, dans un dialogue un petit peu corsé entre les citoyens et la municipalité. Mais oui, on était tout à fait ouvert à discuter du projet avec les citoyens. Vous savez, c'est peut-être publié ces choses-là, sauf c'est publié dans un journal, puis on n'a pas la chance, on n'a pas été avisé. Si on avait été informé, là, ça n'aurait pas passé, ces choses-là. Nous autres, on a l'information à la dernière minute. C'est pas diffusé, cette dérogation mineure. Mais ça a été fait en janvier 2019. Mais une dérogation mineure, là, il exigeait la Ville, je pense, c'est 210 ou 216 cases de stationnement, et ça a fini à 76. Moi, j'appelle pas ça mineur, j'appelle ça majeur. Ben, il était comme trop tard. C'est quand on l'a su, nous autres, c'est en octobre 2019, à la session d'information. On n'a pas su la dérogation à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on a su, c'est que ce projet-là s'en venait et qu'on voulait, il avait été accepté, puis on nous le faisait avaler. C'est là, après, qu'on a commencé le mouvement citoyen à s'informer, à mieux comprendre ce que ça voulait dire pour nous autres et l'impact que ça aurait sur notre qualité de vie. Et c'est un impact qui est drôlement significatif du point de vue qualité de vie. On a envoyé beaucoup de documentation, dont dernièrement un exposé de plus de 60 pages expliquant notre position avec des faits scientifiques. Pas avec des peut-être, et on pense qu'avec des faits scientifiques. Le juge n'a jamais entendu les citoyens pour savoir que nos commentaires, nos raisons n'étaient pas subjectives, mais bien objectives. Elle s'est basée sur 3 études que la Ville avait demandées en janvier l'an passé. Une des études était sur le plan atmosphérique, polluant. C'était la compagnie Woods qui le fait. Cette compagnie-là, c'est elle qui fait les fours. Est-ce que la Ville a présenté des arguments objectifs ou c'était juste basé sur l'acceptabilité sociale? C'était juste basé sur l'acceptabilité sociale. Au procès, ils ont strictement focalisé sur le volet de l'acceptabilité sociale. Donc, ils n'ont pas regardé tous les arguments comme, par exemple, ce terrain-là est zoné commerce de voisinage. Commerce de voisinage, c'est un commerce de proximité. Ici, la coop a des capacités, avoir la capacité pour se rendre là, s'ils le font, de 2 fours qui vont produire 6 000 crémations par année. Est-ce qu'on appelle ça un commerce de voisinage? Non, parce que ça veut dire dans 4 ans, il n'y aurait plus personne dans la ville de Saint-Bruno, il aurait tout été brûlé. Donc, c'est pas un commerce de voisinage. Première des choses. La Ville a aussi une réglementation sur les nuisances, c'est-à-dire si tu produis de la pollution, de la poussière, du bruit, tout ça, ça doit rester sur ton terrain, ces nuisances-là. Et d'aucune façon, avec tout ce qui va sortir des cheminées, va
va aller se promener dans notre beau quartier et dans beaucoup d'autres quartiers en passant. Il y a beaucoup de monde à Saint-Bruno, ils pensent ça, sont à l'abri. Non, regardez les vents dominants qu'on a aujourd'hui, là. Cette merde-là, elle va se promener très, très loin dans notre belle ville. Ça peut aller jusqu'à 1 kilomètre, la portée du vent, d'apporter tous les contaminants qui sortent d'une cheminée. Et c'est biocumulatif à long terme. Donc, puis aussi, qu'est-ce qui arrive? Le gouvernement, eux, ils testent juste un polluant, qui est les particules, et les autres, ils ne testent jamais. Est-ce que vous parlez du mercure ici ou vous parlez... Non, c'est les particules... Ils ne testent même pas le mercure, le gouvernement. Le gouvernement, tout ce qu'ils testent, c'est les particules totales. Ouais. Donc, mais qu'est-ce qui va sortir de cette cheminée-là? Il va y avoir des dioxines, il va y avoir du mercure, puis il va y avoir d'autres métaux aussi. Mais il y en a 10 des 12 plus polluants au monde. Qui vont être générés. Qui sont... Et ces études dont vous parlez sont publiées, sont disponibles? Oui, sont publiques, ces études-là. Okay. On l'a aussi sur notre site. Le site, tu peux-tu dire le nom du site? Notre site, le COCAR. Quand on regarde les faits, quand on revient aux faits, c'est un projet qui est sécuritaire tant pour la santé que pour l'environnement. Je vous rappelle, M. Satic, que c'est un domaine qui est encadré par le ministère de l'Environnement et il y a les émissions qui se dégagent d'un crématorium ne doivent pas dépasser une certaine norme. La norme actuelle, c'est de 70 mg de particules fines combinées au total par mètre cube. Alors, juste pour vous donner une indication, nos installations actuelles à Longueuil, les émissions sont de 35 mg. Donc, on est à la moitié de la norme avec des installations qui datent de 15 ans. Donc, quand on revient aux faits, on peut quand même, je dirais, remettre les choses en perspective et se rendre compte que c'est un projet qui est tout à fait sécuritaire et qui ne représente pas de risque pour la santé humaine ou pour l'environnement. Si vous me laissez continuer encore un petit peu, M. Sadik, là-dessus, la municipalité, devant les inquiétudes d'un certain groupe de citoyens, a commandé 3 études indépendantes pour vérifier 3 choses. 1, est-ce que c'est dangereux pour la santé et pour l'environnement? 2, est-ce qu'il peut y avoir des impacts sur la circulation locale? Et 3, est-ce qu'il peut y avoir des impacts aussi sur la valeur des propriétés environnantes? C'était 3 principaux points qui concernaient, qui inquiétaient les gens. Et les études ont été très, très concluantes. Donc, la première étude a clairement indiqué qu'il n'y avait aucun risque pour la santé et ni pour l'environnement. La deuxième étude a mentionné qu'il y avait des impacts négligeables pour la circulation locale. Et même chose pour la valeur des propriétés environnantes, impact négligeable. Donc, on a 3 études indépendantes qui n'ont pas été commandées par la coopérative et par la municipalité et qui sont venues dire ce que nous, on dit aussi. Et malgré ça, il y a malheureusement un groupe d'opposants qu'on n'arrive pas à convaincre. Et dans des projets, vous savez, des fois, on ne peut pas convaincre tout le monde, mais on pense qu'on a fondamentalement un très bon projet, un projet qui est sécuritaire et qui va permettre de venir valoriser un terrain présentement, vous savez, qui est laissé à l'abandon. C'est un terrain où on voit des herbes assez longues, il y a 2 tours de transmission d'Hydro-Québec, rien de très attrayant comme terrain. Et là, ce qu'on va mettre sur place, c'est un bâtiment qui va être très esthétique, très moderne. Il va y avoir un aménagement paysager très, très, très bien fait autour du bâtiment. Et on sait par expérience que les activités d'une résidence, d'un crématorium, c'est très discret. Donc, ça ne fera pas quelque chose qui va déranger du tout, je vous dirais, le train-train quotidien des gens qui vivent autour du site. On le sait parce que à Longueuil, ça fait 15 ans qu'on est présent là, puis il n'y a jamais eu la moindre plainte de citoyens. Et on s'attend à vivre une expérience similaire avec Saint-Bruno. Donc, tout ça pour vous dire qu'on pense qu'une fois qu'on sera sur place, bien, les gens qui sont inquiets vont se rendre compte que finalement, peut-être que leurs inquiétudes étaient excessives et que finalement, on est un très bon voisin. Pour ces détails, je vais revenir sur l'étude indépendante. Justement, les opposants ils disent que l'étude n'était pas si indépendante que ça. C'est qui les a faites, ces études-là? Écoutez, elles sont disponibles sur le site de la municipalité. Donc, je vous dirais que pour l'étude sur la circulation locale et sur la valeur des propriétés environnantes de mémoire, comme ça, je peux pas vous répondre. J'allais sur l'autre.
L'autre, c'est une étude qui a été faite par une société qui est quand même reconnue mondialement dans son domaine, qui s'appelle Wood Environmental and Infrastructure Solutions. C'est un très grand joueur dans le domaine, des experts qui évaluent les émissions qui se dégagent, notamment là, des équipements comme celles qu'on va installer à Saint-Bruno et qui font un travail très sérieux. Et je vous dirais que même si on voulait remettre un peu en question les données, je vous dirais que les données sont tellement concluantes. Si on prend un composant, peu importe lequel, si on prend un qui inquiète des fois les gens, par exemple, qui est le mercure, j'ai la donnée à côté de moi, et ça avait été fait parce que les normes ontariennes exigent de connaître les émissions pour chacun des composants. Et donc, on a des données très précises ici. Et ce que ça nous dit, pour trois unités de crématorium qui fonctionnent 24 heures sur 7, donc dans des conditions extrêmes, ce qui ne sera pas du tout le cas à Saint-Bruno. Par exemple, pour les émissions de mercure, on a une norme qui est très stricte en Ontario. L'unité de crémation, qui va être que les 3 unités de crémation soumises à ces tests-là ont eu des émissions 80 fois inférieures à la norme. Et la norme est déjà très sévère. Et écoutez, c'est pas très surprenant parce que ce qui est traité dans une unité de crémation, ce sont des dépouilles humaines. Alors, les dépouilles humaines, évidemment, ont des traces, des très faibles traces de ce type d'éléments-là. Donc, ce pas des résultats qui sont surprenants. Et ce que je viens de vous dire pour le mercure, c'est vrai pour les autres composants. Alors, admettons qu'il y a eu un petit biais. Là, admettons, là, on est à 80 fois, monsieur, et ça dit qu'en dessous de la norme, on est 114 fois pour, je ne pas pour le plomb. Alors, vous voyez, on est dans des zones qui laissent aucune ambiguïté sur la sécurité des émissions qui proviennent des unités de crématorium. Vous, là, le fait qu'il n'y a pas d'acceptabilité sociale autour de ce projet-là, ça vous préoccupe pas? Tout d'abord, je vous dirais que c'est un groupe de citoyens qui s'opposent au projet. Il ne faudrait pas trop généraliser non plus. Vous savez qu'on n'est pas le premier projet à devoir vivre avec ce qu'on appelle un peu le syndrome pas dans ma cour. Donc, écoutez, puis en même temps, je vous dirais qu'on peut comprendre au départ que des gens aient des résistances ou certaines appréhensions face à un projet de crématorium. On est dans un secteur d'activité qui est moins bien connu des gens. C'est sûr qu'on n'est pas dans un domaine très joyeux. On parle quand même de la mort. Alors, c'est des facteurs qui, je vous dirais, combinés, qui créent une certaine sensibilité face à un projet comme ça, puis on le comprend très bien. Alors, c'est pourquoi on a, comme je vous le disais tantôt, mis en place une page Facebook où on a vraiment cherché à donner le maximum d'informations pour rassurer les citoyens. Nous, de toute façon, c'est vraiment pas le cas ici, là. Le cocard est que le règlement change à travers le Québec. On ne veut pas que ça arrive dans une autre ville non plus. On ne veut pas que ça aille dans un autre terrain à Saint-Bruno. C'est vraiment pas dans ma cour. C'est pas près des maisons, point à la ligne. Pas près des quartiers résidentiels à travers le Québec. Là, ici, on est parti d'ici. Donc oui, on défend beaucoup celui-ci, mais c'est ici qu'ils veulent s'implanter. Donc, c'est pas dans ma cour. Les incinérateurs, dans la réglementation de la ville de Saint-Bruno, c'est dans le quartier industriel. Et c'est là qu'on pense qu'il devrait être. On n'est pas contre les crématoriums. On est contre les crématoriums qui sont situés à proximité des résidences, comme le projet qui va s'installer ici. On veut que la ville n'émette pas le permis de construction, qu'elle suive ses règlements de zonage qui disent un commerce de voisinage, pas de nuisance. Le jugement a dit que le PIA était accepté, puis la juge a accepté au nom de la ville. Mais elle a dit à la ville de procéder à l'émission du permis. Mais l'émission d'un permis, il y a aussi une analyse qui doit être faite avant. Elle n'a pas dit d'émettre le permis, elle a dit suivez le processus pour émettre le permis. Donc, la ville doit faire ça. Et une des étapes que la ville doit faire, c'est s'assurer que ce projet-là respecte toute sa réglementation. Et c'est là qu'on veut intervenir encore, de dire c'est pas un commerce de voisinage et il y a des nuisances qui vont venir à la qualité de vie de notre quartier. Est-ce que, comme vous dites, là, la ville n'a pas respecté ses propres règlements? Est-ce que vous envisagez de poursuivre la ville?
Pour l'instant, nous autres, qu'est-ce qu'on veut? C'est que la ville se tienne debout Ouais. et qu'elle protège ses citoyens. Une ville, c'est fait pour protéger ses citoyens en premier, puis la qualité de vie de la ville. C'est ça qu'on leur demande. Les poursuivre, là, c'est pas notre job de faire ça. Non, Leur c'est ça. job, nous autres, on demande qu'ils fassent leur job. On ne demande pas qu'ils aillent plus loin que ça. On demande qu'ils respectent leur propre règlement, qu'ils se lèvent debout et qu'ils le fassent. C'est tout. Une coopérative, habituellement, elle écoute les citoyens, elle est à l'écoute des citoyens. La coopérative refuse d'écouter les citoyens de Saint-Bruno. La seule chose qu'elle a dit, la coopérative, c'est lorsqu'ils seront établis, les citoyens pourront venir visiter. Ils n'ont jamais voulu discuter avec les citoyens. On avait même offert à l'époque, avant la pandémie, à des citoyens de venir visiter nos installations à Longueuil pour qu'ils puissent voir concrètement c'est quoi une résidence funéraire puis un crématorium. Alors, on était très ouverts au dialogue, puis on le fait d'ailleurs depuis le début. On a une page Facebook où on répond régulièrement aux questions qui sont posées. Donc, on pense honnêtement avoir fait preuve de toute l'ouverture dont on était capable. La ville leur a proposé 2 autres terrains. Ils ont proposé de scinder le projet et ou de racheter le terrain. Et la coop a dit non. Elle a fermé les portes à toute collaboration. Et puis, il y a eu des propositions qui vous ont été faites par la ville pour justement atténuer ce problème-là. Bon. Écoutez, d'abord, sur la question des propositions de la ville, je suis content de vous donner l'occasion de clarifier ce point-là. On a eu, d'abord, vous devez comprendre que le dossier a été mis en pause par la municipalité en août 2019 parce qu'ils ont décidé de ne pas approuver le plan d'intégration architecturale. Et depuis ce temps-là, en août 2019, durant l'automne 2019, on a tenté, nous, la coopérative, d'avoir des discussions avec la municipalité pour voir comment on pourrait faire avancer le dossier, mieux se comprendre, etc. Et on n'a jamais eu de proposition de terrain alternatif durant toute cette période de discussion-là de la part de la municipalité. Et on a eu une seule suggestion préliminaire qui nous a été faite très tardivement, le 27 novembre 2020. Donc ça fait quelques mois, ça fait 2 mois et demi. Une seule proposition qui était le 27 novembre 2020, qui était au lendemain du recours en dommages que la coopérative a déposé. Et la proposition de terrain en question, c'est un terrain qui répondait à aucun des prérequis essentiels pour faire établir un crématorium. D'abord, c'est un terrain qui n'est pas zoné crématorium. Deuxièmement, c'est un terrain qui est beaucoup trop petit. Troisièmement, c'est un terrain qui n'avait aucun accès routier. Donc, il n'y avait pas d'accès routier. Et donc, vous comprendrez que c'était pas une option qui était envisageable. Et vous savez, ici, on parle d'une possible entente de règlement à l'amiable avec la municipalité. C'est des discussions qui sont par nature confidentielles, mais je voulais quand même vous clarifier le point sur la question du terrain. Mais nous, il faut quand même savoir aussi que la coopérative a acheté un terrain déjà là, de façon en toute transparence, de manière complètement légale, en respectant en tout point le plan d'urbanisme. On n'a jamais rien caché à personne. Ça a été fait d'une façon extrêmement ouverte. On a collaboré avec la Ville pour répondre à leurs attentes. Ils nous ont demandé certains changements au projet initial, ce qu'on a fait, par exemple de dissimuler les cheminées derrière un mur esthétique, de s'assurer qu'il y avait certaines dispositions qui étaient prises pour les entrées-sorties. Donc, c'est des choses avec lesquelles on a collaboré avec la Ville d'une manière très, très productive. Tout ça, là, ça s'est passé entre janvier 2019 et août 2019, jusqu'à temps que là où le dossier bloque. Et donc, quand vous me dites qu'on n'était pas ouvert ou quoi que ce soit, non, on a toujours démontré une volonté de collaborer, une volonté d'ouverture, de s'ajuster aux attentes de la Ville, et c'est ce qu'on a fait. Et d'ailleurs, la Cour est venue confirmer qu'on s'est comporté en très bon citoyen corporatif dans ce dossier-là. Bien, maintenant, en Ontario, il y a une loi qui exige au moins un minimum de 300 mètres des habitations. Dans les autres provinces, je pense qu'il y a des mouvements un peu partout
qui commencent à se réveiller contre les crématoriums. En Colombie-Britannique aussi, il y a eu des pétitions, il y a un site contre les crématoriums aussi. C'est que ici au Québec, il y a une chose, par contre, dans Charlevoix, Boucherville a refusé le projet du crématorium. Il avait demandé à la ville de Boucherville et elle l'a refusé. Charlevoix, Belleuil, il y en a 2 ou 3 autres maintenant. Les municipalités changent le règlement pour le crématorium. Ils les considèrent comme des incinérateurs industriels. Il faut qu'ils s'établissent là. On n'est plus à l'époque où on brûlait 5 morts par semaine. C'est 10 à 20 morts par jour. Et s'il y a un 3e four, parce que l'emplacement y est, ça va faire 30 morts par jour. Puis en pleine pandémie, ça va être peut-être 7 jours semaine. C'est inacceptable, c'est insensé. Justement, vous avez évoqué l'Ontario. Là-bas, c'est pas 300 mètres la distance par rapport aux résidences? Je ne vais pas me prononcer sur les normes à l'extérieur du Québec. Vous comprenez que nous, on est régis par les normes québécoises. C'est parce que vous avez émis l'exemple de l'Ontario. Oui, c'est parce que c'était pour les données. C'est parce que pour les données de Wood, ça a été une étude qui a été faite en Ontario et on a les résultats par différents composés parce que ça avait été fait pour des fins ontariennes. C'est pour ça que je vous donnais ces informations-là. Mais ce que je peux vous dire pour le Québec, c'est qu'il y a quelque chose comme 80% des unités de crématorium qui sont dans des quartiers commerciaux, près des quartiers résidentiels. Ce qui va se faire à Saint-Bruno est quelque chose qui est commun. On parle d'une centaine d'unités de crémation au Québec. Donc, on n'est pas en train, à Saint-Bruno, de faire une chose qui est nouvelle. Donc, je pense qu'il faut aussi avoir ça en tête. Puis nous, notre responsabilité, vous comprenez, c'est de respecter les normes du gouvernement du Québec. On se fie aux experts du gouvernement du Québec. Ce sont de véritables experts, en principe, des gens qui savent ce qu'ils font. Ils établissent des normes. Et notre responsabilité à nous, c'est de respecter ces normes-là. C'est pas à nous à établir les normes, comme vous le savez. Est-ce qu'il y a d'autres solutions qui amèneraient un consensus actuellement, qui sont sur la table, peut-être pas ébruitées encore ou qui sont en discussion? Pour le moment, c'est notre projet qui est sur la table. On a une décision de la Cour, comme vous le savez, qui a reconnu le bien fondé de nos prétentions, de ce qu'on avançait comme argument. Et nous, on va de l'avant parce qu'on pense véritablement que c'est un très bon projet. Bien là, c'est ça. Là, je veux dire, là, on attend de voir si la Ville émet son permis ou non. Si elle émet le permis, bien, on va avoir des conseils légaux. On n'a pas le choix. Ça serait gênant ça se terminera que pas. la population soit obligée de poursuivre la ville et qu'elle respecte ses là. propres règlements. Ça serait gênant. J'espère qu'ils n'iront pas jusque-là à s'abaisser. Mais nous, on finira pas avec « oui, le permis de construction est émis, on baisse les bras ». Il n'en est pas question. On va continuer, on va aller au ministère s'il faut, mais comme je vous dis, on va avoir des conseils de nos recours.